première partie, Didier Yokessa du CAUE qui nous a parlé des zones d'habitat spontané, donc avec ces pratiques humaines en fait, hein, des gens qui ont du savoir, qui demandent de l'information, c'est un peu le rôle d'ailleurs du CAUE ou de matinées techniques comme la nôtre là. On a parlé des eaux de ruissellement, on a parlé, le deuxième c'était quoi? On a parlé avec du glissement de terrain, voilà, du glissement de terrain. Oui, Monsieur Déris veut intervenir, je me rapproche de Monsieur Déris. Donc, questions, soyez concis si possible dans vos remarques ou questions. Merci. Toujours concis. Oui, alors, je ne sais pas qui va me répondre, mais j'aurais aimé savoir sur quelle base on calcule les volumes d'eau à récupérer dans les ouvrages. Est-ce que Olivier Ménier, qui peut répondre? Comment on calcule les volumes d'eau? Alors ça, je pense que c'est plus une question que pourra... À laquelle pourra répondre le BRGM. Aude. Aude, venez, les intervenants, Didier et Aude, venez à la tribune, s'il vous plaît, parce que vous pourrez être sollicités au cours des 20 prochaines minutes. Venez. Venez. Qui c'est qui peut répondre? Didier et Aude. Venez, mais tant pis, venez, parce que vous êtes intervenus et on est sur l'échange pour les 3 tables rondes et présentations, donc vous pouvez être sollicités, même si vous ne répondez pas à cette question. Qui c'est qui peut répondre? Merci. Désolée, je suis plus concernée par la géologie que la gestion des eaux. Quelqu'un dans la salle peut-être peut apporter ses réponses pour tenir compte de l'artificialisation des sols en amont de tout le projet. Donc tenir compte des projets à venir aussi. Alors on m'a dit que c'est l'hydrologue. Il faut une étude Bon, mais je donne la parole à Paul-Louis Brouillou. Il y a au moins un début de réponse. Oui, ça c'est quand même pas sorcier de dire ça. On calcule la topographie du bassin versant, sa surface, les coefficients d'imperméabilisation approximatifs, et donc il en ressort à la fin, à un point clé donné, la concentration des eaux, et à partir de ce moment-là, il faut, dans le détail, près de l'ouvrage qu'on construit, calculer le fait qu'il y aura une infiltration pendant le temps d'installation de l'ouvrage, pendant qu'il se mette en service comme il faut, plus forte. Donc il y a intérêt à prendre des coefficients sérieux pour ça. Mais le but, c'est pas de collecter des eaux derrière un mur, c'est de gérer les réseaux de pluviales de manière à ce que à chaque fois l'eau soit récupérée dans des circuits ou renvoyée vers des petites ravines qui peuvent évacuer, mais surtout lisser ces trucs-là. Parce qu'on a tendance ces derniers temps à tout ramener par des PVC au même endroit, et ça fait des effets de crête abominables. On a mis des bus de 1000 maintenant sous certaines routes, ça suffit pas pendant quelques temps, ça passe au-dessus, puis après c'est beaucoup trop gros. Donc il faut revoir tout le maillage des réseaux, mais ça se calcule facilement. Il y a des hydrographes corrects, ça fait et autres ici. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Qui c'est qui a levé la main? Oui. On a 20 minutes d'échange. Oui, bonjour à tous. C'est Charles Aurel, donc je suis expert construction et accessoirement expert judiciaire. 2 points pour répondre à Didier Déris. Il y a un mémoire d'ingénieur à CNAM d'un confrère qui est actuellement décédé. Oui, qui est décédé sur la problématique que Didier Déris a soulevée. Bon, mais ça, c'était pour répondre. La deuxième intervention que je voudrais dire, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'on construit sur une plaine ou un terrain plat, c'est hors du sujet d'aujourd'hui. Et puis, hélas que non. Parce qu'avec la lithologie, les couches, on peut être sur une plaine et puis avoir des couches géologiques qui sont pentues. Et donc,
Et tous ceux qui font le génie parasismique connaissent ces problèmes de lateral spreading qui mettent en évidence ces problèmes-là. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions dans le fond de la salle? Oui, Christian Chams, je voulais faire une intervention concernant donc, les murs de soutènement en enrochement qui sont assimilés à des murs poids. Au niveau sismique, comment ils sont calculés et comment ils sont stabilisés, parce qu'il n'y a pas de règlement dessus. Et effectivement, on les voit fleurir un peu partout, sans note de calcul, sans assistance technique, et c'est une problématique. On va parler des ouvrages de soutènement et des murs de soutènement. Oui, Paul Quistin va intervenir. OK. J'essaie de me faufiler. Pardon. Oui, bonjour. C'est pas pour répondre, hein, Christian, je laisserai la deuxième partie, tu auras ta réponse. C'est juste pour apporter juste un témoignage pour, du côté de la Guadeloupe, puisqu'on a aussi les mêmes problèmes. Et ce que je voulais souligner par rapport à la première partie, c'est qu'on constate quand même qu'on a deux types qui ont été évoqués. Les constructions, autoconstruction dont a parlé monsieur Yokosa. C'est ça. Ok, ça, pardon. Et la deuxième partie avec Mme Lunel et Olivier. Et Mme aussi Aude Macnac. Voilà, c'est ça. Donc tout ça pour vous dire, c'est que cette partie d'autoconstruction, on constate aussi qu'on a aussi des bâtiments ou des maisons neuves. Et donc du coup, avec professionnels qui ont aussi le même problème. Donc on n'est pas que sur de l'autoconstruction, on est aussi sur des ouvrages qui sont censés être neufs et bien construits et qui sont sur les terrains en pente. Et finalement, on se retrouve avec le même problématique où on a un décaissé. On a parlé des ouvrages de soutènement. On coupe le terrain, on pousse et on se retrouve avec des maisons qui sont à cheval sur une partie en déblai, une partie en remblai et derrière tous les glissements, tous les dégâts qui peuvent être occasionnés à cause de ça. Voilà. Donc c'était juste pour attirer comme l'attention là-dessus, parce que nous aussi en Guadeloupe, on rencontre de plus en plus les photos qu'a montré Olivier. Eh bien, on a ce problème-là avec des enrochements partiels qui soi-disant tiennent, mais ils oublient que derrière il y a l'eau et il y a surtout le poids de l'ouvrage qu'on construit derrière, donc une maison, un bâtiment, qui peut aussi entraîner des risques de désordre à force avec le temps. Voilà. C'est ce que je voulais juste rajouter pour vous dire que c'est un problème qui est vraiment général et qui concerne toutes les Antilles, en tout cas Guadeloupe, Martinique. Voilà. Je vais poser une question qui anticipe peut-être sur la prochaine table ronde. Qui c'est qui contrôle? Qui contrôle? Qui contrôle que le mur est bien fait? Qui contrôle que le PPRN est... Alors, je vais tendre la perche à mes confrères au bureau de contrôle. Parce qu'en fait, leur intervention est encadrée par la loi Spinetta, notamment. Et très souvent, il y a certains cas où l'intervention d'un bureau de contrôle est obligatoire, notamment en zone 5 sismique. Cependant, quand on construit un mur de soutènement soi-même, sans permis de construire, sans déclaration préalable, très souvent, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de bureau d'études, il n'y a pas de bureau de contrôle. Paul Quistin rajoute quelque chose. Donc du coup, je réponds en tant que contrôleur. Donc pour compléter ce que dit Olivier, alors à savoir que nous, dans nos interventions, on ne regardera le mur de soutènement, puisqu'en général, on exclut les VRD de nos missions, n'est-ce pas, mes collègues et confrères. Et on les regardera, ces murs-là, que si le mur retient le terrain sur lequel est construite l'habitation. Parce que derrière la réglementation parasismique, le bâtiment doit tenir sur un terrain stabilisé. Donc si jamais le mur de soutènement est là juste pour tenir une voie, on ne regardera pas. Par contre, s'il retient la partie, le terrain sur lequel la maison, le bâtiment est planté, et donc du coup, s'il n'y a plus de mur de soutènement, la maison ne tient pas, à ce moment-là, ça rentre dans nos vérifications. Vous êtes d'accord avec moi, les autres contrôleurs? Merci. Didier Yokesa veut intervenir, oui. Oui. Par rapport aux différents échanges qu'il y a eu déjà, en attendant qu'il y en ait d'autres, je voudrais simplement vous dire, messieurs, la réglementation, les règles, la loi a tendance à infantiliser les gens dans les quartiers
et dans les lotissements et dans les aménagements. Calibrer un tuyau d'évacuation d'eau pluviale, il sera toujours imparfait, puisqu'il y aura toujours un autre lotissement qui va arriver au-dessus, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Par contre, dans ces zones d'habitat, s'il s'agit d'habitat, ne pas perdre de vue qu'il faut toujours essayer de responsabiliser les gens dans des comportements simples. On habite dans un lotissement, c'est la période des pluies, on le sait, il faut couper les branches, mais il y a des feuilles dans la route qui bouchent un avaloir. Enfin bref, il y a des attitudes simples qui doivent accompagner la remise des clés de vos projets de voirie, des remises de VRD. Essayez de rédiger des fiches pratiques, bêtes et méchantes, j'ai envie de le dire, à la destination des services municipaux qui vont réceptionner ces ouvrages, mais aussi des habitants du lotissement, savoir comment se comporter, qui appeler et quoi faire. Je voudrais aussi vous dire que finalement, on l'a peut-être pas assez dit, sinon j'ai peut-être pas été assez clair sur ce sujet. Habiter une pente, c'est un choix. C'est pas on habite pas sur une pente par dépit. Alors je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de foncier dans nos territoires, mais ça doit être un choix et il tient, nous, architectes, différents acteurs, de sensibiliser les gens à ce à quoi ils vont s'exposer en termes de responsabilité, mais aussi en termes de devoirs. Le fond servant et le fond dominant, les choses qu'on ne peut pas faire, ce que ça va coûter. Et ça, il faut continuer à le dire. Et puis, je voudrais, s'il vous plaît, pour la suite de la manifestation, il y a des coups de main qui produisent des choses extrêmement bonnes. Alors, parce que je suis pas garant d'une parole de quartier ou de spontanéité, quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, les coups de main, c'est au-delà d'être culturel, au-delà de tout ça, il y a des choses qui sont très très bien faites avec des coups de main. Parce que dans les coups de main, il y a vous qui travaillez dans ça, et vous pouvez décider avec vos copains un samedi matin de faire un mur de soutènement qui sera très bien fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Oui. Marc Mongis, DGA Infrastructure, Aménagement et Cohésion de Territoire à la CDM. Juste pour abonder un petit peu tout ce qui a été évoqué, puisqu'on voit bien que tout ça nécessite la prise en compte de beaucoup de paramètres. Et en tout cas, la CTM a pris une délibération en juillet 2022 pour aider notamment les particuliers qui souhaiteraient faire des murs de soutènement à pouvoir avoir une aide pour pouvoir prendre des professionnels pour les aider à concevoir tout ça, que ce soit pour faire des études géotechniques, prendre des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, des hommes avec grand H de l'art qui peuvent en tout cas améliorer la résilience de toutes ces constructions. Voilà ce que je voulais apporter en complément. Et on va parler plus spécifiquement des murs de soutènement, des ouvrages de soutènement. Madame, tout à l'heure, en fait, dans la deuxième partie. Danielle Marie-Louise de Cap-Nord-Martinique. J'écoute depuis tout à l'heure, donc on est plutôt avec les professionnels de la construction. Donc, moi, je suis du côté des collectivités territoriales, de la responsabilité des maires et des présidents de PCI dans cette question de gestion des eaux pluviales. Comme l'a dit Madame Lunel, effectivement, il y a une évolution de la réglementation dans cette gestion des eaux pluviales. Et ce que je n'entends pas depuis ce matin, j'entends le PPR, mais je n'entends pas les PLU. Quand il y a des projets de construction, est-ce que vous, les professionnels, vous tournez bien vers les règlements des PLU des communes pour connaître, si je ne me trompe pas, c'est l'article 3 ou 4 du règlement des PLU, quelles sont les dispositions dans les communes pour la gestion des eaux pluviales? Pourquoi je parle ainsi? C'est que dans l'évolution de la loi, il est question de retenir un peu les eaux à la parcelle, on dit à la source. Tout cela pour diminuer les impacts dans les points bas, les exutoires, où les eaux ont tendance à se concentrer, les eaux pluviales. Donc, dans l'Hexagone, il y a des techniques alternatives au réseau enterré des eaux pluviales. Donc, je ne vais pas
parler des parkings avec des systèmes drainants, des noues, des fossés qui peuvent stocker, des zones inondables, etc. Il y a des choses qui se développent. C'est vrai que les techniques qui sont mises en place dans l'Hexagone, nous avons cette difficulté. Alors moi, je répète, je suis de Cap-Nord-Martinique, donc le territoire nord, le plus pentu. Et aujourd'hui, on se pose la question, nous, au niveau de l'EPCI, de quelles techniques proposer aux particuliers qui soient les plus simples, les plus faciles à ce qu'ils puissent les mettre en œuvre, donc les moins chers possibles, pour pouvoir retenir, gérer les eaux à leur parcelle de telle sorte qu'elles ne soient pas que les transports des eaux pluviales sur leur parcelle soient dans le sens de la pente et qu'ils aillent directement vers le fond inférieur et ainsi de suite. Et quand Madame Hunel exposait l'article 640 du Code civil, donc les fonds inférieurs ne doivent pas empêcher l'écoulement naturel des fonds supérieurs. Quand les fonds supérieurs viennent imperméabiliser, il est question donc d'une augmentation du débit vers le fond inférieur. Et la question qui se pose, c'est comment ralentir ces eaux, par quel dispositif? Et là, vraiment, je me pose la question, est-ce que vous, professionnels, vous êtes dans cette démarche-là quand vous êtes au démarrage du projet avec l'architecte? Comment gérer ces eaux naturelles pour qu'elles ne soient pas augmentées et qu'elles arrivent donc de plein fouet sur le fond inférieur? Et c'est tout l'objet de l'évolution de la loi au niveau des collectivités qui sont en responsabilité aujourd'hui. Donc, pour poursuivre, je vous dirais dans l'Hexagone, donc ils sont dans une politique des raccordements, donc zéro eau pluviale arrivant dans les réseaux d'eau pluviale, donc ils sont vraiment dans le stockage à la parcelle, à la source. Mais nous avons notre problématique de terrain pentu, de terrain argileux. Donc, on ne peut pas prévoir l'infiltration. Et pourtant, il faudra réduire ces volumes d'eau. Tout à l'heure, la question a été posée, comment on la calcule? Alors, moi, je vous dirais que jusqu'en 2015, il était demandé aux communes d'établir un zonage pluvial à introduire donc dans leur règlement des pluies. Maintenant, c'est basculé aux EPCI. Donc, il y a tout un chantier énorme pour les 3 EPCI de Martinique. Donc, oui, une vraie question se pose. Et vous, professionnels, il vous faudra tourner vers comment orienter les particuliers pour réduire les arrivées d'eau qui augmentent liées à l'imperméabilisation, au changement de la situation par rapport à leur construction vis-à-vis du fond inférieur. Question pertinente, technique. Qui peut répondre sur l'aspect technique? Et la question du pluie aussi, s'il vous plaît. Je ne sais pas. La question est... Oui. Rapidement. Alors, en droit de l'environnement, on est de plus en plus attentif à la conservation des eaux. Donc, dans la logique des obligations du fonds dominant par rapport au fonds servant, l'idéal aurait été que ces eaux ne soient pas ruisselantes. Les eaux tombent, on essaie de les canaliser, les récupérer et les utiliser, les réutiliser. Donc, oui, ça serait ça l'idéal. Et le fait que l'eau soit récupérée avant qu'elle ne devienne ruisselante serait une solution. Déjà, c'est la responsabilité de chacun, mais déjà, c'est de la responsabilité du particulier. Mais après, à travers les ouvrages que les professionnels réalisent pour que ces eaux soient efficacement canalisées, parce que l'objectif n'est pas seulement d'éviter d'impacter le fond servant, mais l'objectif aussi, c'est d'éviter que ces eaux ne s'infiltrent dans les sous-sols pour fragiliser les terrains et créer des dégâts après. Olivier, peut-être, réponse technique. Enfin, la question était technique, hein, si je ne m'abuse. Oui, en fait, elle traitait beaucoup du PLU et je pense que le PLU, c'est quelque chose effectivement qui est l'une des bases, enfin un document de base dans l'acte de construire. Consulté, c'était ça la question, il me semble. Oui, je pense systématiquement par les architectes. Oui, oui.
Voilà. Non, mais et sur la question technique, quelqu'un peut répondre? Oui, Monsieur Deris, parce qu'il y a une question précise qui est posée par Madame de le PCI Cap Nord. Est-ce qu'on a des solutions pour qu'il n'y ait pas l'infiltration, pour qu'il y ait une rétention? On est en pente, c'est pas évident. Bon, en fait, j'ai posé une question un peu méchante, évidemment, mais c'est exactement ce qu'elle a posé comme question. Mais la question, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que il y a ce qu'on appelle des périodes de retour. Il faut commencer par là. C'est-à-dire que sur quelle période de retour on se base? Est-ce qu'on se base sur une période de retour de 10 ans? Est-ce qu'on se base sur une période de retour de 50 ans? Est-ce qu'on se base sur des périodes de retour de 100 ans? Et donc, il faut que la façon dont on gère les choses soit gérée à l'aune de ces périodes de retour. Parce que quand vous prenez des périodes de retour où vous avez vraiment des cas qui sont extrêmement importants, on ne peut plus rien calculer. Il y a de l'eau partout, tout est inondé, donc on peut pas. Donc la question, c'est ça, c'est à quel niveau on se place. Je pense avoir compris ce que Madame disait. Hein. Elle a dit qu'en France, il y a des solutions, il y a des rétentions, il y a des infiltrations ici. Mais comme on est en pente, il y a des infiltrations, ça fragilise le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des solutions techniques? Il me semble avoir compris ça, en fait. Qui c'est qui veut répondre? Technicien. Qui? Non, moi je veux que... Est-ce que... Oui. Mais voilà, mais j'ai pas vu la main levée. Merci. Oui, Thierry Grégoire, secrétaire de la CERC. Bon, une réflexion, c'est simple. Pourquoi on ne pourrait pas faire des rétentions en hauteur sur les bâtiments de manière à ralentir le ruissellement, le phénomène de ruissellement dont Mme Hunel a parlé. Mais au-delà du phénomène de ruissellement, nous allons connaître une période de sinistre qui est avec la prolifération des systèmes de rétention d'eau de pluie. Tout le monde est féru de ça. Et là, il y a de plus en plus de sinistres qui arrivent. Pourquoi? Ceux qui posent les systèmes de récupération d'eau de pluie ne savent pas ou ont évacué totalement le problème de l'excédent de pluie qui est stocké. Et là, nous avons un vrai problème. Et au niveau des assureurs, ça va commencer à faire très très mal, par exemple. Alors, on ne va pas tarder à s'arrêter parce qu'il y a une pause prévue de 10 minutes. Donc, je suggère que nous nous arrêtions là, sauf s'il y a une réponse qui apporte... Non, on a fini. Voilà. Réponse, conclusion de cette première partie. On fait une pause. Alors, Jean-François Caclin, l'Ordre des architectes. Je voudrais juste apporter quelques précisions, notamment au sujet des PLU, pour dire que de manière générale, les PLU sur le territoire de la Martinique sont en train de s'actualiser pour tenir compte de la loi climat et résilience et que de plus en plus, les PLU sont de plus en plus contraignants sur la notion d'imperméabilisation des sols, qui se rapproche en plus de l'emprise des sols. Et il y a certaines communes qui imposent systématiquement d'installer un système de récupération des eaux de pluie. Donc tous ces dispositifs tendent à limiter l'impact de l'anthropisation des sols sur les fonds versants et donc de limiter le débit des rejets. S'agissant de la comparaison avec les dispositions qui sont contraignantes en France hexagonale, la nature des sols, au-delà de la topographie, la nature des sols que nous avons à la Martinique ne nous permet pas de faire de l'infiltration à la parcelle. Donc c'est des choses que nous ne pouvons pas gérer actuellement. Oui, mais essentiellement, on va pas dire que c'est le cas partout, mais essentiellement, c'est pas possible sur notre territoire. Et alors, on a parlé de dimensionnement et de retour. Je pense que c'est vrai, ces questions-là sont importantes, sachant que quand il s'agit de dimensionner les fonds versants, etc., ce sont des hypothèses. Donc, c'est pas une science exacte, mais malgré tout, je pense qu'on est dans la démarche justement d'avoir des dispositions, des aménagements qui soient plus vertueux dans la prise en compte du risque lié aux eaux de ruissellement que je pense que pendant un certain temps, on n'a pas considéré du tout. Donc, on ne va pas tout régler du jour au lendemain, mais l'idée, c'est déjà que dans notre approche de l'aménagement du territoire, que nous ayons une démarche qui soit plus vertueuse, qui tente de plus en plus, au fur et à mesure, à diminuer l'impact défavorable que nous pouvons avoir à travers les activités d'aménagement et de construction. Voilà ce que je pouvais dire vis-à-vis des PLU. Merci, Monsieur Caclin. Ça fait le lien avec la deuxième partie.